a défini ce titre avec Gérard. La performance en santé est-elle un vain mot? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de performance en ce moment, notamment dans le domaine de la santé. J'étais il n'y a pas très longtemps dans une assemblée générale de 2 CHU dans le sud de la France, et il y a un syndicaliste qui m'a interpellé sur le... Bonjour Michel. Il m'a interpellé sur le thème de la performance en me disant la performance, on la met à toutes les sauces et le plan performance de Peugeot se traduit par 2000 licenciements. J'ai bien compris qu'il y avait une confusion possible sur ce terme, et je vous propose sur ce premier transparent d'essayer de clarifier un peu ce thème. Ça me paraît effectivement, ça nous paraît à l'Agence nationale un concept à bien définir. Quand on essaye de définir ce que c'est la performance à l'hôpital, on se dit premièrement que c'est un défi collectif, parce que prendre en charge de façon performante des personnes malades, ça induit une bonne coordination des équipes médicales, soignantes et gestionnaires. Donc déjà, on peut se dire que la performance, ça ne peut pas être une chose facile. C'est forcément un défi pour des équipes. Si on écoute maintenant les pouvoirs publics, et puis en particulier ceux qui ont rédigé un rapport qui a conduit les pouvoirs publics à créer cette agence, qu'on appelle le rapport Ritter, du nom de son auteur qui est Philippe Ritter, ancien directeur régional de l'agence d'hospitalisation Rhône-Alpes et également Île-de-France. Ce rapport a fait ressortir que dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, des agences dédiées à la performance du système avaient été créées, et que ces agences avaient induit sur le système un effet plutôt positif par la diffusion de bonnes pratiques. Et s'inspirant de ce modèle, le rapport de Philippe Ritter concluait à la nécessité de créer une agence de cette nature en France. Et si on essaye de comprendre entre les mots et entre les lignes ce que les pouvoirs publics, au travers d'une part de ce rapport, mais également de la loi qui en a découlé, exigeaient, les pouvoirs publics, me semble-t-il, ont essayé de définir au travers de la promotion de la performance cette voie étroite qui tente de concilier des besoins croissants émanant de la population, besoin de confort, besoin de sécurité, besoin de qualité. Ça, c'est la demande sociale. Et puis, de l'autre côté, une exigence croissante d'efficience, puisque avec un déficit de l'ordre de 43 milliards d'euros, l'assurance maladie ne peut pas vivre sur un train qui sera très vite insupportable. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a quelques années, quand Martine Aubry était ministre des Affaires sociales, ou ses prédécesseurs, on parlait d'un déficit de 9 milliards de francs, avant les années 2000, et tout le monde disait « oh là là, c'est invraisemblable ». Là, on est cette année à 43 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous mesurez l'ampleur des choses. Donc, probablement, les pouvoirs publics, en mettant en œuvre une agence de cette nature, souhaitent concilier des choses qui sont difficiles à concilier, une croissance de la demande exponentielle et puis, d'un côté, quand même, un minimum de rationalité. Et puis, pour nous, qui travaillons dans cette agence, on se dit et on essaye de véhiculer l'idée que l'efficience, la performance, quelque chose qui doit être un objectif considéré comme noble, parce que ça nous paraît plus éthique d'utiliser à bon escient les ressources plutôt que de gaspiller des ressources qui sont rares. Alors après ces tentatives de définition, je voudrais vous dire quelques mots de présentation sur l'agence. L'Agence nationale d'appui à la performance, d'amélioration de la performance, a été créée par la loi, Gérard y faisait allusion, par la loi HPST, donc la loi du 21 juillet 2009. Elle a pour mission d'appuyer, au sens d'aider, diffuser auprès, faire s'approprier, d'appuyer donc les établissements de santé et médico-sociaux
Alors en gros, dans notre pays, il y a à peu près 3000 établissements sanitaires au sens large, et il y a à peu près 30 000 établissements médico-sociaux et services médico-sociaux au sens large. Donc vous voyez les éléments de poids. Donc appuyer tous ces établissements, c'est un défi difficile à relever. Et les ARS qui ont été mises en œuvre également par la loi Bachelot, dite HPST. Alors avant de commencer nos actions, avant de se pencher sur le sujet de la performance, on s'est dit qu'est-ce que c'est que la performance? Et on a trouvé commode de s'appuyer et dialectiquement assez aisé de nous appuyer sur la définition que donne l'OMS de la performance en santé. L'Organisation mondiale de la santé a défini la performance en santé selon 3 critères. Cette organisation mondiale nous dit que la performance en santé, c'est tout ce qui concourt à améliorer l'état de santé de la population. L'ensemble des actions, des facteurs, des éléments qui permettent d'améliorer la santé de la population. Ça paraît évident, encore faut-il le rappeler. Et nous, notre action s'inscrit dans cet objectif-là. On va dire que, à la limite, si je caricaturais, si je devais m'arrêter maintenant, je dirais, voilà ce qu'on fait. On essaye de contribuer à améliorer l'état de santé de la population. On va me dire comment, on va y venir. Deuxième élément de la définition, à répondre aux attentes des personnes. Alors ça vous paraît également simple, mais en même temps, on est dans un système qui est un peu compliqué à apprécier, puisque si aujourd'hui, du point de vue de la qualité et de l'efficience, notre système de santé n'induit pas d'attente pour se faire opérer dans la plupart des opérations, on n'attend pas en France pour se faire opérer d'une prothèse de hanche. C'est une affaire de 3 semaines, 1 mois, en fonction des rendez-vous qu'on prend, mais globalement, on n'attend pas. En revanche, 100 000 personnes atteintes du syndrome d'Alzheimer ne trouvent pas de place aujourd'hui pour être hébergées dans un établissement adapté. Donc on voit bien qu'il y a un décalage et que quand l'OMS nous dit la performance d'un système se mesure à sa capacité à répondre aux attentes, les attentes dans le domaine sanitaire dans notre pays sont globalement satisfaites. En revanche, les attentes concernant le médico-social sont globalement insatisfaites. Et enfin, l'OMS dit que ce système il doit être financièrement équitable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que des établissements soient mieux payés que d'autres pour faire la même chose. Voilà les 3 définitions qui nous guident dans notre action et qui servent de charte philosophique, de fondement constitutif au sens intellectuel et philosophique du terme de notre agence. Alors comment intervient-on? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors d'abord, il faut savoir qui nous sommes. Donc, Gérard l'a évoqué, je suis un ancien professionnel travaillant dans tous les secteurs de la santé, public, participant au service public, c'est-à-dire associatif, privé, commercial. Donc j'ai tourné un peu, j'ai monté des sociétés différentes, donc je connais la vie de l'entreprise, je sais comment ça fonctionne, mais j'ai essayé de m'entourer de professionnels un peu ayant le même parcours diversifié que le mien, puisque nous sommes au service des établissements et ça induit que nous connaissions à peu près comment fonctionnent les établissements. Et donc l'ANAP est constituée pour l'essentiel de professionnels qui ont atteint un certain niveau d'expertise dans leur métier et qui sont chargés de 3 missions. Première mission, l'observation des bonnes pratiques. On essaye de regarder sur le terrain ce qui se fait de bien. On essaye de regarder, mais on tâtonne, on n'est pas toujours sûr, mais une fois qu'on a trouvé une observation intéressante, là, on n'essaye plus, on la modélise. On la modélise, c'est-à-dire qu'on essaye de la rendre, on la rend transportable, facilement, diffusable à grande échelle. Et une fois qu'on a identifié une bonne pratique, qu'on l'a mis en forme, pour la rendre grâce à des outils transportables, grâce à des systèmes experts, grâce à des guides de bonne pratique, une fois qu'elle est transportable, on la diffuse à grande échelle
vers les ARS, vers les établissements sanitaires et médico-sociaux. Ici présent, AMA, qui est chargé de la diffusion à grande échelle de cette production. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on se dit il est plus facile de reproduire des modèles qui marchent, il est plus économe de diffuser à grande échelle des modèles qui marchent que de créer ex nihilo des outils à adapter à des problématiques complexes. Voilà ce que nous faisons, la méthode. Avec quels objectifs? Et les objectifs, on essaye de dissuader les acteurs de raisonner de façon verticale. Vous savez, je vais, monsieur le directeur, vous parler des ressources humaines. Si on ne parle pas de l'organisation à côté, si on ne parle pas de la production à côté, si on ne parle pas de l'activité, c'est compliqué. Or, on est dans un système, c'est le constat que nous avons posé, on est dans un système qui a eu l'habitude de raisonner de façon verticale, par silo. On va traiter les problèmes de l'informatique. Ah, c'est bien. Mais si on ne traite pas à quoi sert l'informatique, pour quels objectifs, c'est un peu embêtant. On va traiter les problèmes des RH, des ressources humaines. On va faire de la gestion des ressources humaines. Ouais, mais si on ne connaît pas bien la production, si on ne connaît pas un peu la sociologie des organisations, si on ne connaît pas bien les problématiques de mobilité extrêmement complexes dans notre pays, entre les fonctions publiques d'État, les fonctions publiques territoriales, on a du mal. Donc il faut essayer de dissuader nos interlocuteurs de raisonner par silo. On essaye de les dissuader d'opposer la qualité et le coût, parce qu'on dit quand on fait quelque chose de cher, c'est pas forcément bien réciproquement, et on le prouve. Et puis, on essaye d'éviter de faire beaucoup de projets lancés à grand renfort de trompettes et pas suivis d'effets. Et on a en tête le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur les CREF, les contrats de retour à l'équilibre financier. Il y en a eu 700. Ils ont été lancés, puis derrière, on ne suit pas. Voilà. Donc voilà ce qu'on essaye. Nos objectifs, c'est de dissuader les acteurs de s'engager sur ces voies parce que ce sont des voies que l'expérience montre comme non productives, d'effets positifs. Alors on commence à dialoguer avec les acteurs, on essaye de les accompagner. Quand on a des acteurs qui raisonnent par thème, commencent à raisonner de façon un peu transversale, qui raisonnent efficience, qui raisonnent qualité et qui ont quelques projets. Mais on essaye d'éviter des projets sans capitalisation, parce qu'un projet qui sert à un acteur particulier dans le système, c'est bien. Un projet qui sert à des acteurs multiples qui peuvent s'y référer, c'est encore mieux. Et donc, pour conclure, ce que nous essayons de faire en permanence, et ce que nous arrivons à faire par la persuasion, parce que nous sommes persuasifs et qu'en plus nous avons des crédits d'intervention qui aident à la persuasion, je suis honnête en disant ça, nous imposons de raisonner de façon transversale. Soulignons que quand il y a un problème informatique quelque part, il est lié à la production, il est lié à l'activité, mais il est lié aussi à l'organisation médicale, il est lié aussi à l'organisation du temps, et qu'on ne traite pas un problème d'investissement sans se référer au système d'information, et inversement. Donc on essaye de croiser, on croise systématiquement toutes les problématiques, et on convainc, on essaye, pas toujours avec succès, mais en tout cas à chaque fois, on tente de convaincre les acteurs qu'il faut raisonner de façon transversale. Et on a pour objectif d'associer le terme d'efficience et de qualité. On voit bien que très souvent, des établissements produisent avec qualité, des services de qualité, avec peu de moyens et inversement. Et on a fait un audit sur l'ensemble des blocs français il y a quelques années qui faisait ressortir, les blocs opératoires, qui faisaient ressortir clairement qu'il n'y avait pas un bon modèle public ou privé, grand ou petit, spécialisé ou pas spécialisé. Il y avait des modèles organisés ou des modèles non organisés. Et que là où il y a organisation, il y a efficience, il y a qualité. Là où il n'y a pas d'organisation, il n'y a ni efficience ni qualité. Et les mesures de ce phénomène sont très simples. Les gens attendent ou n'attendent pas. C'est une mesure qui est simple. Vous attendez 5 heures en consultation. Ça traduit bien un système qui ne fonctionne pas. Vous passez une nuit entière sur un lit de brancard dans un service d'urgence, sur un chariot un brancard dans un service d'urgence. Ça, c'est la preuve que le système ne marche pas. Et enfin, dernière chose, c'est de convaincre de faire des projets généralisables pour que la communauté des établissements vis-à-vis de laquelle nous sommes au service soit convaincue. Les priorités de l'ANAP, je les ai remis en perspective, mais je passerai très vite, c'est pas la peine de détailler tout ça. C'est notre programme de travail. Et au travers des objectifs que vous avez, on peut en détailler un
On peut détailler par exemple les ressources humaines optimales. Notre objectif n'est pas de faire un plan de gestion des ressources humaines. Notre objectif, c'est d'encourager la mobilité interprofessionnelle, la mobilité au sens géographique et la mobilité au sens professionnel. Des professionnels du médico-social peuvent travailler dans le sanitaire et réciproquement. On est promoteur aussi de la diffusion d'une culture de la performance. L'idée étant que chacun des acteurs doit apprendre à parler un langage similaire. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque de savoir quel est le taux d'absentéisme dans les hôpitaux français, puisque les systèmes d'information ne permettent pas de calculer de façon routinière. C'est très... Quand on est responsable d'une entreprise et qu'on ne sait pas calculer une information aussi évidente, c'est compliqué. Donc notre objectif, c'est d'arriver avec peu d'indicateurs à diffuser une culture simple. Voilà les priorités qui nous sont imposées, je vous les ai mentionnées pour mémoire, sont les priorités qui nous sont imposées par les pouvoirs publics, mais que nous avons négocié avec eux en essayant de les canaliser à un nombre réduit d'objectifs. Quand je suis arrivé à la tête de cette agence, les 3 agences qu'il a constituées précédemment avaient quelque chose comme plus de 200 objectifs dits prioritaires. Et donc nous sommes arrivés à canaliser la commande étatique et publique autour de ces 10 priorités. Alors, je viens de le dire, comment mesure-t-on la performance ? D'abord, on gère bien ce qu'on peut mesurer. Donc, nous avons pour objectif de promouvoir un petit nombre d'indicateurs, peu d'indicateurs, suivi en routine de façon transparente avec un retour pour les acteurs. Le grand système, le grand principe dans l'administration française, c'est vous demander des informations, puis jamais vous redire à quoi elles ont servi. Alors que nous, notre contrat moral avec les établissements est basé sur la confiance et le retour. On vous demande des informations, on vous les rend exploitées à plus grande échelle pour que vous puissiez vous en servir. Afin d'avoir des comparaisons dans le temps, afin de donner aux professionnels des éclairages et aux patients, aux ARS, des éclairages qui soient utiles. On est sensible également au fait que l'information recueillie ne doit pas coûter cher, parce qu'une information qui coûte cher rend les choses pénibles et peu d'acteurs ont envie de les remplir. Et enfin, qui permettent de fixer des objectifs opérationnels. Alors après, propos un peu superficiels et théoriques, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai pris là toute une batterie d'exemples d'indicateurs. Je vous les donne, puisque vous les aurez sur les supports. C'est un peu interactif entre nous. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de dire ce sont des bons indicateurs. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à la façon dont on pourrait améliorer le système en le mesurant un peu mieux. Et donc, vous verrez, on prend tout au long de ces indicateurs, je vais passer vite, mais vous y réfléchirez ultérieurement. Quand quelqu'un arrive aux urgences et qu'il reste plusieurs heures sans avoir vu un médecin, on peut considérer tous que ce n'est pas un système optimal. Et alors on veut également promouvoir des progrès sans diaboliser, stigmatiser les gens. Donc il faut donner des objectifs qui soient accessibles. En moyenne, le temps de passage dans les urgences, quand on est dans un service qui fonctionne bien, c'est de l'ordre de 3h30. Entre le moment où on arrive et le moment où on sort avec un diagnostic. 3h, 3h30, 4h, c'est correct. Parfois, on arrive à 9h. Donc là, il ne s'agit pas de dire c'est pas bien, il s'agit de dire essayons ensemble de réduire au moins d'1 heure le temps de passage. Le simple fait de proposer cette méthode, ça permet aux acteurs de réfléchir sur les temps, d'identifier les temps, de les mesurer et ils ont envie très, très naturellement de les réduire. Voilà la méthode qu'on utilise. Alors les temps d'attente aux consultations, vous avez tous vécu d'être convoqués à 9h et de passer pour le dernier d'entre vous à 13h30. Eh bien, on essaye de dire aux acteurs, on les rencontre et on finit par les convaincre qu'attendre 5 heures dans un local de consultation surchauffé, c'est pas extraordinaire. On les convainc qu'il faut ensemble mesurer, on est à combien de temps,
se fixer un objectif réaliste, on va réduire environ de 30% les consultations. Les temps d'attente aux consultations sont pas extraordinaires, puis c'est à notre portée. Puis d'autres le font, parce qu'on compare les uns avec les autres, et on montre que dans certains hôpitaux où il y a moins de personnel, eh bien, il n'y a pas de délai d'attente. Donc c'est assez facile de stimuler, grâce à la comparaison, les acteurs et d'arriver à des objectifs qui sont raisonnables. Et ce faisant, on essaye systématiquement de convaincre nos acteurs, les acteurs qu'on a en face. Et à force d'essayer, on finit par les convaincre que ce n'est pas si inaccessible que ça. Alors voilà les exemples très concrets d'actions que nous menons avec les professionnels. Un exemple aussi simple, le dernier, mesurons ce que pensent les gens de nos organisations. Il y a dans tous les hôpitaux des livrets d'accueil avec des questionnaires de sortie, c'est obligatoire de par la loi, à peu près 10% sont remplis. Arriver à avoir plus de questionnaires remplis, ça serait mieux. Sur l'exemple, là on était sur la qualité du service. Sur la performance opérationnelle, vous connaissez tous ces indicateurs. On a dans notre pays un grand nombre de salles d'opération qui sont vides. Eh bien l'idée simple, c'est de les fermer, puisqu'elles sont vides. Elles sont vides parce que les progrès médicaux ont fait de tels bons qu'on n'a plus besoin d'avoir autant de moyens disponibles. Et donc, il suffit d'objectiver les choses. Et vous avez là des types d'actions que nous menons en essayant à chaque fois de convaincre les acteurs et en finissant par leur dire que ouvrir des surfaces, construire des mètres carrés inutiles, ça coûte très cher. Un mètre carré inutile, c'est 1 000 € hors taxes par an, en moyenne, toute nature de dépenses confondues. C'est très très cher. Et c'est facile de faire 10 000 mètres carrés de trop dans un hôpital. 10 000 mètres carrés de trop, c'est rien, ça ne se voit pas dans un programme. J'ai vu des programmes où il y a 50 000 mètres carrés de trop. Et donc, derrière tout ça, 50 000 mètres carrés de trop, c'est des dépenses d'exploitation qui sont répercutées sur 30 ans. Donc, il faut se méfier, sensibiliser les acteurs à ce type d'objectifs et d'indicateurs, de mesures, permet de renforcer notre discours. Alors, bien sûr, vous avez vu les indicateurs de qualité pour les patients, vous avez vu les indicateurs pour l'organisation. Si on veut être crédible et si on veut embarquer, comme on dit, les acteurs hospitaliers dans ce milieu, il faut qu'on les embarque sur des objectifs qui leur procurent un intérêt, qui ont un intérêt pour eux, qui leur procurent des satisfactions. Et en particulier, un exemple simple, si on gère mieux l'absentéisme et si le taux d'absentéisme se réduit, on voit bien qu'on gagne beaucoup d'argent en évitant de payer des mensualités inutiles. Mais le taux d'absentéisme élevé dans un hôpital est très variable. Vous avez des hôpitaux où il y a un taux d'absentéisme, toute cause d'absentéisme confondue, aux alentours de 5, et d'autres établissements, c'est aux alentours de 12. Donc on voit bien qu'il y a des écarts très très importants. Et généralement, c'est lié à une plus ou moins bonne organisation des services, plus ou moins fort taux de stress des professionnels dans leur établissement. Et on voit bien qu'une amélioration de l'organisation peut avoir des effets considérables en termes économiques. Donc on est systématiquement confronté à ce type d'indicateurs vis-à-vis du personnel et on leur dit à chaque fois: si vous travaillez dans des conditions meilleures, vous ferez gagner de l'argent à votre établissement, mais vous serez plus heureux aussi. Donc c'est un intérêt pour vous de réfléchir en termes d'organisation. Et dernière chose, l'intérêt pour le patient, l'intérêt pour le professionnel va de pair avec l'exigence que nous avons d'être efficient, puisque gâcher des moyens, ça fait plaisir à personne. Sur certains sujets, les médecins, les soignants sont tout à fait consternés. Et donc, voilà, je passe rapidement quelques ratios qui nous permettent d'encadrer les choses et de donner des objectifs clairs aux acteurs. Alors, maintenant pour finir, je vais vous montrer 2 transparents qui essayent de décliner de façon simple toute notre méthode. Développer une unité de chirurgie ambulatoire. Notre pays est très en retard sur le plan de la chirurgie ambulatoire par rapport à d'autres pays de niveau comparable. Vous vous souvenez, les objectifs que nous avons, c'est d'améliorer d'abord la qualité, conformément à la définition de l'OMS que je vous ai
rappelé en début de propos, notre objectif, c'est d'améliorer la qualité du service rendu aux personnes. La chirurgie ambulatoire permet de réduire, notamment, les risques d'infection nosocomiale et réduit les risques de désorientation des personnes âgées. Garder une personne âgée pendant 5 jours dans un hôpital pour une cataracte, c'est contre-productif pour elle. Surtout pour des personnes qui ont des difficultés à se repérer dans le temps et l'espace. Pour les professionnels, c'est facile de comprendre que quand on fait de la chirurgie ambulatoire le matin et qu'on ferme le soir le bloc à 17 h, il n'y a plus de travail de nuit, il n'y a plus de garde de nuit, il n'y a plus de garde le week-end, et que c'est quand même un élément de confort intéressant. Pour l'organisation des blocs, faire de la chirurgie ambulatoire, ça induit avoir une organisation performante. Tous les blocs doivent ouvrir très tôt, les interventions doivent se terminer très tôt pour que les patients puissent sortir en fin de journée. Donc ça induit une organisation formidable. Et on voit derrière que les blocs qui ont une activité de chirurgie ambulatoire importante ont une organisation qui est nettement plus performante. Et enfin, ça réduit les dépenses inutiles et les coûts d'hospitalisation. Donc, vous voyez bien le déroulement du process qu'on induit quand on a une action qui est ciblée à la fois sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux patients, sur la qualité de vie des professionnels, sur la recherche d'efficience économique et sur l'amélioration de l'organisation. Eh bien, tous ces objectifs, nous essayons de les décliner systématiquement sur des nouvelles problématiques. Alors, j'ai pris d'autres exemples. L'organisation d'un service d'urgence, diminuer les délais de passage aux patients, c'est évident que ça facilite la vie des patients. Ça diminue le stress du personnel, ça absorbe l'augmentation d'activité à ressources comptantes et ça maintient le même niveau de consommation de ressources, par définition. Sur les blocs opératoires, dimensionnez bien des blocs opératoires. Évitez de construire des salles inutiles, comme très souvent on a la tentation, parce qu'on prévoit des augmentations d'activité dans un pays dont l'activité n'augmente pas globalement. Le niveau est satisfaisant. En tout cas dans le sanitaire, pas dans le médico-social, j'ai dit tout à l'heure, l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients est induite par des blocs qui fonctionnent bien, avec des temps de travail pour les équipes qui sont optimisés dans la mesure où on évite de se balader dans d'innombrables salles quand on a besoin de 2 salles dédiées. C'est pas la peine d'en avoir 4, où on a beaucoup plus de temps de maintenance, de traitement, de nettoyage, etc. Bon, voilà, vous avez compris le raisonnement. Je vous prends une deuxième batterie d'exemples qui sont des exemples d'actions que nous menons. Accélérer l'envoi des comptes rendus d'hospitalisation, ça paraît basique. Là, ça renvoie à l'organisation des systèmes d'information et on voit bien que le système d'information, bien organisé, il a un effet induit sur l'ensemble de sur cet ensemble de process. Qualité du service rendu, évidemment, le malade qui reçoit une information rapidement peut en discuter plus rapidement avec son médecin traitant, démarrer tout de suite son traitement. Et on voit dans beaucoup d'hôpitaux et d'établissements une intervention qui a lieu un jour et un compte-rendu qui arrive 3 semaines, voire 1 mois après. Ça, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, on sensibilise les gens au fait que l'information délivrée dans les temps, ça permet au médecin traitant et à la personne prise en charge de démarrer très vite son traitement et de se rétablir beaucoup plus vite. Évidemment, ça impose une meilleure organisation des professionnels, mais évidemment, ça détermine la pertinence et l'organisation et l'optimisation des systèmes d'information. Mais derrière, ça permet aussi d'améliorer la qualité du service rendu aux patients et la qualité de la facturation. Donc l'hôpital, il y gagne assez vite quand il facture, quand il génère très vite ses comptes rendus d'hospitalisation. Parce que ça l'oblige à penser son organisation, c'est bien pour le patient, mais c'est bien aussi pour ses finances. Parce que quand on produit vite les comptes rendus, c'est facile ensuite de facturer très vite. Les deux sont liés. C'est la même information qui sert à 2 objectifs différents. Organiser un service de sortie dans un hôpital, vous avez observé, une clinique, c'est un lieu où il y a des gens qui sont en attente de sortie, puis des gens qui sont en attente d'entrée. Alors, les deux se croisent dans les couloirs ou dans les services d'attente, et tout ça ne fonctionne pas. Donc, on essaye systématiquement, avec les acteurs, d'encourager la gestion de flux homogènes. C'est-à-dire que quand on rentre dans un établissement, on doit être attendu. Dans certains hôpitaux que nous avons vus en Angleterre, il n'y a pas de parking. Les clients sont adressés à l'établissement par taxi.
La clinique paye un taxi pour aller chercher le patient qui vient dans l'établissement en taxi. Alors je pose la question benoîtement au directeur, je dis mais ça vous coûte pas cher? Il dit non, parce qu'on a réduit tous les frais de parking, plus de gestion. Et puis par ailleurs, on fait venir la personne quand on peut la recevoir. Ce qui est quand même plus intelligent de la faire venir à 8 h le matin et puis d'être bazar invraisemblable et ingérable. Donc voilà, c'était organiser le service. On voit bien que les flux doivent être bien organisés. Et puis, dernier exemple, l'identitovigilance. Il n'est pas rare dans nos établissements qu'on se trompe de patient encore, ou qu'on se trompe d'organes, ou qu'on se trompe de membres. Ça arrive. Je l'ai vécu dans des établissements qui pourtant étaient bien gérés. Et donc, nous avons de cesse de répéter, vérifions bien l'identité des patients, il y a des protocoles qui existent. Au moment de l'endormissement, on doit demander à la personne si elle s'appelle bien Gérard de Pouvourville. Comme ça, on vérifie que c'est bien lui qu'on opère. Voilà. Alors, en conclusion, vous avez vu au travers de mon propos que la performance, ce n'est pas forcément un vain mot. Les marges d'amélioration de la performance des établissements sont considérables. Les études internationales, une revue de littérature qui a été faite par l'HAS et qui fait ressortir que la non-qualité absorbe en gros 25% des coûts de l'hôpital. C'est une étude internationale qui a été faite, je vous renvoie sur le site, allez voir. On se rend compte également, deuxième aspect, que la question de la performance, c'est plus une question de méthode que de fond. Au fond, il faut essayer de convaincre les acteurs. Une fois qu'ils sont convaincus, ils font. Et pour les convaincre, il faut des études comparatives. Une fois qu'on a pu comparer que certains faisaient avec moins de moyens plus, c'est facile de diffuser une culture d'alignement. Vous avez vu dans mon propos qu'on se bat pour l'intérêt du patient, mais que si on fait contre les professionnels, ça ne marche pas. Donc il faut faire à la fois pour le patient, avec les professionnels, pour améliorer l'efficacité économique des établissements. Si on privilégie l'efficience, si on dit on va vous réduire vos dépenses de 10%, ça ne marche pas. Le ministère des Comptes s'est employé il y a quelques années en arrière en débasant brutalement tous les budgets hospitaliers. Ça n'a pas marché. 3 ans après, on a retrouvé le même niveau de dépenses. Donc, si on veut gagner, il faut mettre en avant la qualité du service rendu aux personnes, parce que ça, c'est pas contestable. Il n'y a personne qui peut vous dire « Ah ben non, c'est pas bien ». Si, envoyer les comptes rendus plus vite, ça suppose d'avoir un système d'information organisé. Personne ne peut dire que c'est pas bien. Donc, mettre en avant la qualité pour embarquer les professionnels. Et quand on a fait ça, eh bien, généralement, on induit de l'efficience. Et puis, je voudrais conclure en disant que nous, on nous a créés pour être au service des établissements. Alors, évidemment, on essaye de faire au mieux notre job, mais j'oublie pas quand même qu'aujourd'hui, 50% des dépenses d'assurance maladie sont consacrées à des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques et qui sont prises en charge chez elles. Et dans 10 ans, c'est 70% des budgets de l'assurance maladie qui sont consacrés à des pathologies chroniques pour des personnes qui sont prises chez elles. Ce qui va induire un bouleversement considérable des établissements. Et je dis à tous les directeurs que je rencontre, vous êtes aujourd'hui chef d'établissement, demain vous serez dans un autre univers, les personnes seront chez elles, elles viendront consulter sur des plateaux techniques très sophistiqués, avec des professionnels dont les capacités et les qualités auront été réorganisées. Aujourd'hui, par exemple, il y a 450 radiothérapeutes dans notre pays dont la moyenne d'âge est de 57 ans. Donc, si on ne fait pas du transfert de compétences assez vite, il n'y aura plus de cancérologie demain. Donc, il faut absolument que l'imagerie cancérologique soit perdure. Et pour ce faire, il faut des transferts de compétences des radiothérapeutes vers d'autres professionnels. Et ça, les patients qui sont chez eux, qui ont des pathologies chroniques, ils en ont besoin parce qu'ils viendront de plus en plus consulter sur des plateaux techniques lourds, sophistiqués. Ils seront donc transportés. C'est pour ça que vous voyez tout le monde s'étonne de la croissance des coûts des transports. Oui, de plus en plus, on sera obligé d'aller se transporter sur des plateaux techniques lourds, sophistiqués, qui induisent des transferts de compétences. Et quand vous rentrerez chez vous, vous serez télésurveillé, télémédiqué, télédiagnostiqué. Et donc, toute la télémédecine va exploser en Occident dans les mois et dans les années qui viennent. On sent les prémices aujourd'hui. Et donc,
cet ensemble de facteurs fait que la place des établissements va se réduire. Donc nous sommes à l'ANAP bien conscients que nous sommes au service des établissements, mais quelque part nous pensons qu'il y aura de moins en moins d'établissements et de plus en plus de personnes prises en charge chez elles dans un autre univers qui sera entièrement reconfiguré. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Christian. La coutume, c'est que les trois organisateurs, donc Alain Marié, Michel Hanoun, que tu connais, et moi-même, on ouvre le feu des questions et après on te laisse dans la cage aux fauves. Moi, j'ai une question quand même. J'ai deux questions en fait. Alors j'ai une question de fond quand même. On se connaît depuis longtemps. Il y a un certain nombre de personnes qui ont travaillé avec nous dans la salle. Ces indicateurs que tu présentes, ces problèmes organisationnels que tu présentes, on les connaît depuis longtemps aussi exactement. Qu'est-ce qui fait, quels sont les atouts que l'ANAP a aujourd'hui pour faire enfin ce qu'on connaît depuis 50 ans, disons, pour simplifier. Bon. Parce que je ne pense pas que ce que tu as montré surprenne beaucoup de monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est plus un point d'information. C'est un point d'information, mais aussi un point un peu politique. C'est on a l'impression quand même que le focus est beaucoup sur l'hospitalisation publique. Quid au fond du benchmarking public-privé et en quoi effectivement les modèles d'organisation du privé sont intéressants. Alors tu as dit, en fait, il y a des systèmes organisés et des systèmes pas organisés. Est-ce que le privé, de votre point de vue du benchmarking, est plus organisé ? Et dans ces cas-là, s'il n'est pas plus organisé, quelle est la marge d'efficience dans le privé ? Et s'il y a une marge d'efficience dans le privé, quel problème ça va poser dans le système de convergence? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'en gros, la marge d'efficience dans le public serait de 40% et dans le privé serait de 25%, et la convergence se ferait par une descente effectivement sur les coûts et une augmentation de la qualité, bien sûr. Est-ce que tu peux déjà répondre à ces questions? Effectivement, un certain nombre d'entre vous dans la salle connaissent tous ces indicateurs depuis des années, et je ne veux surtout pas étonner quiconque avec des nouveaux indicateurs qui paraîtraient sortis de nulle part. Ce sont des indicateurs que tout le monde connaît et en même temps que personne n'utilise. Et il y a un problème. Et donc c'est pour ça que je dis il y a un problème. Il y a un problème de méthode, il y a un problème de conviction, il y a un problème de méthode plus qu'un problème de fond. Sur le fond, tout le monde est d'accord. Tendance à penser que sur la conception hegelienne de la phénoménologie de l'esprit, tout le monde est d'accord. En revanche, sur la façon de ranger les clés du camion, pour reprendre le sketch de Coluche, c'est plus compliqué. Je plaisante à peine. Quelle est la différence entre un indicateur utilisé et un indicateur non utilisé? C'est l'adhésion des acteurs. J'ai un exemple en tête qui est l'ICR, l'indice de coût relatif. L'indice de coût relatif, c'est un indicateur qui a été créé par les professionnels. Les médecins, les soignants, les directeurs. C'est eux qui l'ont créé. Ce n'est pas des gens dans une agence nationale ou des polytechniciens ou des chercheurs ou des statisticiens de l'ATI ou eux qui l'ont créé. Ce sont des professionnels qui ont imaginé les choses. Après, ils se sont fait aider par des techniciens pour mettre au point. Mais ce sont des professionnels. À partir du moment où les professionnels créent et s'approprient l'indicateur, ils diffusent. Ils l'utilisent. Donc nous, notre rôle, ce n'est pas de réinventer l'eau tiède, parce qu'une durée de séjour, ça se calcule comme toujours depuis 50 ans. En revanche, sur la méthode, on essaye d'identifier des bonnes pratiques sur le terrain, la façon dont les acteurs utilisent ces indicateurs, et c'est dans la façon dont ils les utilisent que se crée l'appropriation ou pas, ou le rejet des indicateurs. Quand le ministère du Budget, j'y ai fait allusion tout à l'heure, a utilisé les études de la MEA, une mission qui existait il y a quelques années, sur les achats hospitaliers. Il a dit, on montre que lorsque les acteurs s'approprient la question des achats, ils gagnent 10%. Moi, direction du budget, je vais débaser de moins 10% tous les achats hospitaliers. Qu'est-ce qui s'est passé dans la communauté? Un phénomène de rejet. C'était une décision qui venait d'en haut. Les indicateurs étaient bons, étaient partagés, mais les acteurs ont rejeté. Ils n'ont pas rejeté la méthode, ils n'ont pas rejeté le fond, ils ont rejeté la méthode. Et à partir de là, les achats hospitaliers ont explosé et le ministère du Budget a retiré l'application de sa circulaire. Donc, on n'est pas sur une question de fond, là. On est vraiment sur une question, on est face à une profession, un ensemble d'1 200 000 personnes qui sont très organisées, qui ont un niveau
sociologiques, culturels très élevés, et qui sont quand même rétifs aux ordres venant d'en haut, globalement, et qui sont relativement structurés pour défier tous les systèmes. Et en particulier, Michel, tu sais bien, les médecins sont quand même les champions du monde de la résistance à toutes les directives nationales. Donc, à partir du moment où les ICR ont été appropriés par les médecins, qui sont aidés par des techniciens, il n'y a pas de souci. Mais c'est devenu leur indicateur. Et aujourd'hui, quand on parle d'ICR dans le secteur public ou dans le secteur privé, et qu'on compare le secteur public et le secteur privé, alors que tu sais que c'est très compliqué de le faire, eh bien quand on le compare, quand on met en perspective des ratios de productivité, par exemple nombre de TP pour 100 000 ICR produits, personne ne sursaute, ni les syndicats, ni les gens du privé, ni les gens du public, qui acceptent les comparaisons comme ça. Pourquoi ? Parce que cet indicateur a été créé par les acteurs, qui se sont fait aider, encore une fois, par des techniciens, mais ce sont eux qui se sont appropriés. Alors, nous, notre action, c'est ça. C'est d'essayer d'identifier des bonnes pratiques sur le terrain, des bonnes pratiques qui utilisent des indicateurs ou pas, de les répertorier, de les diffuser à grande échelle pour que les acteurs puissent s'approprier plus facilement ce que d'autres avant eux ont fait. À partir de là, l'argument, il y a un changement de sens. C'est-à-dire que ce n'est plus le ministère qui impose aux acteurs de se référer à tel ou tel type d'indicateur. Ce sont les indicateurs qui ont été utilisés par les acteurs de terrain, qui sont mis en perspective, qui sont modélisés et qui sont diffusés à grande échelle. Et ça change tout. L'exemple des ICR est vraiment très très parlant. Mais l'exemple d'outils de dialogue qui avait été mis au point, et Loïc le connaît très bien, par les CGES, c'est pareil. C'est un problème de mise en perspective. Si l'État central ou les techniciens de l'État définissent des objectifs et veulent les imposer brutalement, ça ne passe pas. Enfin, on le voit bien. En revanche, si ce sont des acteurs et si on se prévaut de l'utilisation par les acteurs, ça marche bien. J'ai été clair sur... oui, tu as été clair, mais je ne suis pas sûr que tu aies vraiment répondu à la question de fond, si tu veux. C'est de dire, je comprends bien que vous vous identifiez comme des acteurs de soutien et de diffusion de bonnes pratiques. Voilà. Bon, je comprends bien ça, mais donc c'est un fait nouveau, on pourrait dire, dans le paysage, même s'il y avait eu la mer avant, mais c'est un fait nouveau, c'est un plus. La question que je me pose, c'est une condition peut-être nécessaire, mais probablement pas suffisante, si tu veux, pour que, quelque part, chaque établissement public se pose la question de la réorganisation de son bloc opératoire. Chaque établissement public se pose la question de la réorganisation de son service d'urgence pour effectivement mettre en œuvre des actions qui améliorent la performance. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui en plus qui fait que la création de l'ANAP, qui est une condition nécessaire, ne vienne pas une condition suffisante, mais contribue effectivement au progrès de la performance hospitalière. Tu as raison d'insister sur cet aspect. Tu as complètement raison. Moi, je crois que la différence entre la bonne et la mauvaise gestion réside dans la vision qu'on a du système, dans la vision stratégique. Je crois que alors, c'est pour cette raison que notre action ne porte pas principalement sur la redéfinition de tout ce qui existe, mais en revanche sur la vision prospective qu'on doit avoir du système. D'où ma conclusion. Aujourd'hui, on a reproduit, très fréquemment, et notamment Hôpital 2007, Hôpital 2012, on montrait qu'on reproduisait des systèmes qui existaient sans se poser la question de la pertinence de ces établissements dans leur environnement. Donc toute notre action consiste à essayer, parallèlement à l'utilisation et à l'amélioration de la productivité avec des démarches différentes, c'est des démarches plutôt ascendantes que descendantes. Donc voilà la conclusion de notre débat, je pense, sur ce premier plan. Sur le deuxième plan, tu as raison d'insister, la différence entre la bonne et la mauvaise gestion, c'est la vision. Or, on était dans un système qui était hospitalo-centré. Vraiment. Tout dépend, dans le système de soins, de l'hôpital, pratiquement. Enfin, à tel point d'ailleurs qu'il y a 2 hôpitaux qui existent maintenant. Il y a un hôpital d'urgence plus un hôpital, et les deux ont bouffé tout ce qui était autour, ne laissant sur leur marge que la possibilité pour des spécialistes d'exister. Donc ça, c'est un système qui est en passe de disparition, puisque, je l'ai rappelé, 70% des dépenses de santé demain seront consacrées à des pathologies chroniques, c'est-à-dire à des gens qui sont chez eux et qui induisent
une différence de fréquentation de l'hôpital. Donc le but de la NAP, c'est d'essayer d'impulser au niveau national une réflexion sur le fonctionnement du système. Et c'est pour ça que, alors je suis passé vite parce qu'on ne peut pas tout dire, j'ai peut-être trop axé sur certains aspects, pas sur d'autres. Sur cet aspect vision, tu me donnes l'opportunité de le faire. Nous sommes le dernier pays au monde à pratiquer en ambulatoire, le dernier pays au monde occidental, l'OCDE, à pratiquer de la chirurgie ambulatoire. Tout se passe comme... Alors, c'est étonnant parce que comme on n'en fait pas, on n'en enseigne pas. Comme on n'en enseigne pas, on ne génère pas de nouveaux praticiens. Comme on ne génère pas de nouveaux praticiens, on ne fait pas de nouvelles pratiques. C'est étonnant, ça. Donc, il y a véritablement, là, un défaut de vision du système sur la performance de l'organisation. Et comment arriver à promouvoir les choses? Eh bien, il faut comparer au niveau international. Et c'est ce que nous avons fait sur ce thème de la chirurgie ambulatoire. Nous avons essayé d'introduire une vision qui est en train de bouleverser quand même la vision à la fois... On travaille dans le droit fil de ce qui avait été fait par l'assurance maladie, mais on l'amplifie en ayant comparé ce qui se passe en France par rapport à d'autres pays, en ayant organisé des colloques avec les grands décideurs, à l'Assemblée nationale, avec l'ensemble des députés, enfin, un certain nombre de personnes, pour leur dire, attention, la chirurgie traditionnelle, c'est un système qui est en train de disparaître, et donc l'organisation traditionnelle avec des blocs, des services est en train de disparaître. Pourquoi construire des milliers de lits aujourd'hui et en ouvrir encore alors que les gens sont bien mieux chez eux? Voilà, donc tu as raison d'insister, il y a une gestion un peu traditionnelle dans le système existant. D'abord, la NAP, c'est 1 an et demi d'existence, donc je crois qu'il faut qu'on soit très très modeste. On a beaucoup de choses à gagner et à apprendre, mais c'est aussi la volonté d'induire une vision sur la réduction de la place des établissements de santé au profit des prises en charge alternatives à domicile. Ah, tu m'avais posé une seconde question aussi sur le public. Je vais laisser, tu pourras répondre dans le cours de truc parce que je voudrais laisser la parole à tout le monde. Michel. Oui, je crois que ça marche. Tu as introduit un peu la question qui me venait à l'esprit en écoutant ton exposé. Tu as parlé de transversalité au départ, et tu as dit qu'il faut pousser les gens à la transversalité et à penser de cette manière. C'est bien parce qu'on était dans une situation très hiérarchisée, mais j'observe ici ou là sur le terrain que la transversalité fait qu'il n'y a plus de responsables, fait qu'il n'y a plus de situation dans laquelle chacun se prend en compte ou se considère en charge d'une forme de réflexion, sinon d'action par rapport aux autres. Comment tu interprètes, comment ça va pouvoir se mettre en œuvre? Je comprends bien qu'il faille pousser la roue à la transversalité. C'est d'ailleurs le leitmotiv dans un certain nombre d'organisations, mais en même temps, sur le terrain, c'est un peu compliqué. Deuxième question, sur le terrain. Tu as dit un chiffre tout à l'heure qu'on ferait bien de méditer collectivement, c'est 1 000 € de coût par an de fonctionnement pour 1 mètre carré non utilisé dans un hôpital. Ou même utilisé, mais enfin, c'est 1 000 €. Donc s'il n'est pas utilisé, c'est considérable. Or, hôpital 2012. Or, quelques observations simples d'hôpitaux en perspective de construction sont des cathédrales là où il y a besoin de petites paroisses. Et surtout si on prend la vision que tu évoques. Comment est-ce qu'on est en train, ou comment est-ce qu'on va faire bouger ce système pour réduire ces investissements-là et donc ces coûts de fonctionnement induits, et pour les rendre compatibles avec la vision? Elle est bonne qu'à condition d'être partagée, bien évidemment, cette vision. Donc comment tu sens ça? Comment cette évolution va pouvoir se faire? Je ne parle même pas des hôpitaux parisiens pour éviter d'être désobligeants. Transversalité, déjà. C'est vrai qu'il y a un risque de perte de responsabilité. Je crois simplement que... Dans la pratique. Oui, dans la pratique, on voit émerger aujourd'hui une nouvelle organisation au sein des hôpitaux qui est l'organisation sous forme de pôle.
J'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 1500 établissements publics, il y a 3000 établissements sanitaires, il y a à peu près 1500 établissements publics. Il y a 4000 pôles qui vont se mettre en place dans ces établissements. Donc le pouvoir va être mieux réparti. Aujourd'hui, il était réparti sur une équipe de direction, un collège de directeurs associés à quelques médecins. Aujourd'hui, il va être réparti sur un ensemble de responsables qui vont faire que l'organisation hospitalière ne sera pas que centrée sur des problématiques transversales. Il y aura les problématiques transversales qui seront impulsées par le niveau central, mais il y aura les acteurs locaux qui compenseront, dans notre vision des choses, qui compenseront ce phénomène de centralisation et de transversalité par une appropriation au niveau local. Et c'est pour ça qu'on essaie de promouvoir aussi, dans nos actions un peu visionnaires, le développement des chefferies de pôle. Là, on accompagne aujourd'hui des chefs de pôle expérimentaux pour mettre au point des projets de pôle. Ça, c'est sur l'aspect lié entre transversalité et verticalité. Il faut effectivement, tu as raison, le mettre en perspective. Sur ta deuxième, les cathédrales. Sur ta deuxième question, là aussi, je crois qu'il y a un défaut de vision. Enfin, construire aujourd'hui encore des blocs opératoires comme s'il n'y avait pas de chirurgie ambulatoire, c'est dément. J'essaie de convaincre, nous essayons de convaincre, études et faits et chiffres à l'appui, nous essayons de convaincre que dans beaucoup de pays, les progrès de la technique font que les médecins fuient l'hôpital, ou la clinique d'ailleurs. L'exemple de certains pays comme l'Italie est significatif, la Belgique ou les États-Unis. Je ne cite pas trop les États-Unis parce qu'on diabolise le modèle américain, donc il faut toujours relativiser. Mais la Vénétie, c'est à côté de chez nous, 90% des actes de chirurgie se font en dehors d'organisations de santé. Pourquoi ? Parce que les progrès de l'imagerie font qu'on peut identifier des dysfonctionnements au micron près, en 3 dimensions. Donc l'imagerie rend les choses très identifiables et très précises. Les progrès de l'anesthésie, je vais parler sous ton contrôle Michel, mais les progrès de l'anesthésie ont été considérables. On endort les gens à la minute près, à la seconde près, on les réveille à la seconde près pour une durée prédéterminée. Formidable. Il n'y a pas de temps de... Bon. Et puis la microchirurgie ou la chirurgie mini-invasive permet avec un seul tube, un seul trou, de pénétrer, de couper, de voir et d'extraire. Donc les progrès sont là. Aujourd'hui, dans un pays comme les États-Unis, où le système public était bureaucratisé et donc dissuadait les médecins de continuer de travailler, et le système privé était ultra lucratif et dissuadait les producteurs de faire de l'activité, parce qu'une partie de leurs bénéfices personnels, enfin de leur travail, était pompée sous forme par les actionnaires. Ils ont fui ces organisations imbureaucratiques où ils sont partis ailleurs. Et aujourd'hui, il y a 40% des actes de chirurgie qui se font en dehors de toute organisation de santé. Donc, quand on sait ça, comment peut-on continuer de construire des cathédrales, comme tu le dis ? C'est parce qu'on ne le sait pas. C'est parce que ceux qui décident ne savent pas qu'ils vivent sur des modèles qu'on reproduit avec des architectes qui sont toujours les mêmes. Le code des marchés publics induit que pour être admis, il faut avoir des références. Pour avoir des références, il faut avoir déjà construit. On a construit dans les années 60, 80, on continue de construire dans les années 2000. Je crois qu'il faut remettre en cause ça. Et vos deux questions. Justement, c'est ça, par la question, par l'affichage d'une vision, c'est-à-dire que et la nécessité de donner de l'information sur ce qui se fait aujourd'hui comme bonne pratique. Attends, quand je prends l'exemple de la... On peut te poser une question comme ça, très opérationnelle. L'ANAP intervient-elle pour donner un avis d'expert sur les projets qui sont déposés dans le cadre du plan Hôpital 2012 ? Absolument. Voilà. Et cet avis, voilà. Avis très souvent négatif, quasiment systématiquement négatif, pas toujours suivi jusqu'à présent, mais de plus en plus suivi parce que vu le déficit de l'assurance maladie, on commence à se poser des questions, quoi. Pas pour parler clairement. Alors dans ce rôle, j'oublie de dire une chose, mais là je vais me faire taper sur les doigts par un des membres de ce conseil. À l'ANAP, pour induire cette vision, nous avons les services gratuits, mais ô combien précieux, d'un conseil scientifique et d'orientation présidé par managé par des personnalités éminentes et qui nous aident à essayer de proposer au pouvoir public cette vision. Parce qu'on se dit, agir sans vision, c'est
Voilà, c'est dans un autobus, c'est accéléré à 10 mètres du ravin. Sur le public-privé, entre deux questions, juste un élément, j'insiste sur ça, il y a pas, enfin, on n'a pas l'impression, nous, vu ce qu'on sait, que le privé est plus performant que le public. Il y a des très très bons publics et des très très bons privés. Puis à côté, il y a beaucoup de mauvais publics et de mauvais privés, de mauvais PSPH. Il n'y a pas une règle. Il y a des très bons publics qui sont meilleurs que du privé. Et il y a des très bons privés qui sont meilleurs que d'autres. Mais il n'y a pas une règle absolue. Sur l'organisation des blocs, on a examiné 1400 blocs. Il y avait pas, on nous disait les blocs spécialisés sont beaucoup plus efficaces. Pas du tout. Les blocs dédiés à la radiologie interventionnelle ne sont pas plus efficaces que les blocs non dédiés. Les blocs privés ne fonctionnent pas forcément mieux que les blocs du public. C'est pas vrai. Et j'en veux pour preuve un exemple simple, c'est qu'aujourd'hui, vous mesurez le taux de pénétration de la chirurgie ambulatoire dans le privé et dans le public. Vous vous rendez compte que les deux sont en retard. Les deux systèmes ont le même retard. Le même retard, vraiment? Le même retard. Quand tu regardes les chiffres globalement... Ah oui, le même retard. Ah oui. Alain, après Deux petites questions. Enfin, sur un point de détail, si je peux dire. Vous dites finalement, si je comprends bien, qu'une heure d'attente dans les urgences, un délai d'attente pour l'imagerie, c'est un problème d'organisation, certes. Mais dans vos évaluations, est-ce que vous prenez en compte l'offre loco-régionale, les attentes des personnes, les données sociologiques? Parce que je crois quand même que ça ne dépend pas que de l'organisation. Première question. Donc un modèle général est-il possible d'un milieu à un autre? Et effectivement, j'ai bien compris, votre agence travaillait sur le mode du dialogue, de la persuasion. Mais vous comprendrez bien que si d'autres structures fonctionnent autrement en utilisant vos rapports, le résultat risque d'être biaisé. Est-ce que vous avez l'assurance que la démarche de l'agence est celle du gouvernement et de l'assurance maladie? C'est une très bonne question. Tu veux qu'on coupe la caméra? Non. On est complètement convaincus qu'on est en appui des ARS. Et donc, on n'est pas une agence de régulation. Donc, notre discours, si on le simplifiait, consisterait à dire aux acteurs, notamment aux acteurs du médico-social, nous, on va vous aider à mettre en place les outils et les modes de management qui, demain, vous permettront de remplir vos obligations face à la puissance publique qui va être de plus en plus exigeante vis-à-vis de vous. Alors, j'ai un exemple. On a, je vous ai dit, il y a 30 000 établissements médico-sociaux en France. Évidemment, ils n'ont pas tous le même système d'information. D'ailleurs, les grands éditeurs de logiciels se battent sur ce marché, qui est un marché de micro-niche, mais qui est quand même relativement intéressant, puisqu'il y a quand même 30 000 établissements équipés d'ordinateurs, de logiciels, etc. Et donc les grands éditeurs ont investi ce domaine. Peu d'établissements ont des indicateurs comparables d'un établissement à l'autre. Il y a une espèce de jalousie des associations à pas raisonner comme l'association voisine, etc. Au final, aucun établissement ne peut se comparer. Et par voie de conséquence, la gestion, la distribution de ressources est un peu erratique. Parce que quand le système est aveugle, c'est le plus malin qui obtient le maximum de ressources. Donc nous avons convaincu les acteurs du secteur médico-social à NANAP d'avoir des outils de dialogue transparents qui permettent d'avoir une certaine objectivation de l'utilisation de ressources. Alors, mesurer en termes d'effectifs, de productivité, on va dire, pour prendre un terme un peu simple, en termes de consommation de ressources. Et en les ayant convaincus de faire ça, on a mis en œuvre un tableau de bord de la performance du secteur médico-social, qui fait l'objet aujourd'hui d'un consensus. Alors évidemment, l'utilisation qui en sera faite par les pouvoirs publics peut induire à une action plus ou moins rigide en termes de régulation. Mais en tout état de cause, notre posture, elle était simple. C'est on vous aide, vous, établissements médico-sociaux, à vous donner les moyens de transparence et de dialogue vis-à-vis de l'autorité de régulation. Et ce faisant, on a fait progresser quand même l'appropriation par les acteurs d'un certain nombre d'indicateurs de base que dans certains cas, ils utilisaient de façon récurrente, mais que dans d'autres cas, ils n'utilisaient pas de façon fréquente. Il y a des questions. Je ne sais pas, j'ai répondu à toutes vos questions. Vous vous présenterez, s'il vous plaît. Là, la première, c'était... Oui, l'urgence, le fonctionnement de l'urgence est aussi dépendant de l'environnement. Donc... Oui, sans doute.
On n'est pas à ce niveau de finesse-là. Enfin, oui, très, très probablement. On n'est pas toujours à ce niveau de finesse. Cela dit, je vais vous prendre un exemple qui est quand même significatif. On a observé sur 14 régions le mode de recours aux IRM et aux scanners. Et on s'est rendu compte qu'on avait énormément de scanners qui ne fonctionnaient plus parce qu'on a énormément de demandes en IRM. Le parc des IRM en France est saturé. Enfin, en tout cas, sur l'exemple de 14 régions, c'est-à-dire en gros 75% du parc de machines global de notre pays. Le niveau de recours aux IRM est atteint au maximum, il est saturé. On n'a plus accès à des examens d'IRM dans des conditions requises par les besoins de santé dans certaines régions. Dans beaucoup. En tout cas, sur les 14 régions, je ne dirais pas comme vous la plupart, mais pas loin. Parce que c'était un peu ça. En revanche, il y a des équipes qui sont dédiées à des scanners qui n'ont pas grand-chose à faire parce que la productivité est très faible. Alors on se rend compte, là aussi, que si on n'a pas une vision derrière tout ça, les choses ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi donner autant de moyens au parc de scanners avec des équipes qui fonctionnent relativement confortablement, alors que par ailleurs, il y a des patients qui ont des pertes de chance parce qu'ils n'obtiennent pas des examens d'IRM dans notre pays aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qui ne va pas. Donc là aussi, il n'y a pas que les indicateurs, il faut vraiment du sens. Enfin, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la différence entre la bonne et la mauvaise gestion, c'est vraiment la vision stratégique. C'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie dans notre pays les IRM au détriment des scanners ? Ça paraît tomber sous le sens que oui, puisque aujourd'hui, le parc et donc tous ces moyens qu'on consacre à des scanners, ils ne sont pas utilisés au profit des IRM. Donc c'est complètement absurde. Et je suis d'accord avec vous. Il y a vraisemblablement tous les facteurs que vous évoquez, mais il y a aussi ce défaut de vision et ce courage qui consiste à dire on y va, on investit massivement dans ce type de secteur. Donc notre benchmark notre étude comparative sur les scans a été faite avec l'ensemble des sociétés savantes de médecins concernés. On voulait, là aussi, notre méthode, c'est de créer du consensus, parce que sinon, si on oppose les uns aux autres, on rentre dans des débats stériles. Donc on a aligné derrière nous l'ensemble des radiologues, et c'est ce constat porté par la communauté qui peut avoir du poids, parce qu'il interpelle les décideurs et les ARS et les pouvoirs publics fortement. Et donc, on estime que comme ça, on contribue à définir une vision qui soit productive pour notre pays. Alors, juste un point d'ordre pour que tout le monde puisse prendre la parole. Des questions relativement courtes, ça a été le cas. Mais Christian, oui. on sent que tu es parti pour effectivement faire du prosélytisme autour de l'ANA parce que tu peux raccourcir un peu tes réponses. Madame. Bonjour, je m'appelle Armelle Gracier, je suis manager grand compte à la société Medtronic. Pour rebondir sur ce que disait monsieur de Pourvourville tout à l'heure, en gros, vous nous dites que c'est parce que les acteurs s'approprient les indicateurs que ça va marcher. Néanmoins, vous mettez en place des contrats de performance avec les établissements co-signés avec les ARS, avec des objectifs à 3 à 5 ans. Vous mettez en place des tableaux de bord, mais concrètement, que se passera-t-il si les établissements ne respectent pas les engagements qu'ils signent avec vous, soit chaque année, soit à la fin du contrat, parce que les directeurs d'hôpitaux dépendent des ARS, clairement, c'est leur patron, ils vont être jugés là-dessus. Est-ce que, en gros, ils seront punis s'ils ne respectent pas leurs engagements ? Très bonne question. Ils peuvent être punis ou encouragés. Soyons équilibrés. En Angleterre, ceux qui réussissent l'équivalent des contrats de performance sont fortement encouragés. Ils peuvent doubler leur rémunération. Ils peuvent, et ceux qui ne réussissent pas sont virés. Alors voilà, le système anglais mérite réflexion. Donc, je comprends bien que tu ne veux pas t'étendre sur cette réponse. Tu m'as demandé des réponses courtes. D'accord. Non mais. Je pense que ça va le micro. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Ce sont des contrats c'est quand même. pas... Donc les contrats, ça induit un engagement des acteurs. Donc on ne signe des contrats aujourd'hui qu'avec des gens qui sont impliqués, qui ont envie de faire. Déjà, au niveau des ARS comme au niveau des établissements. Et évidemment, comme ils ont envie d'atteindre les objectifs, c'est clair. Le process, il est à l'entrée. C'est-à-dire qu'on choisit d'abord des acteurs qui ont envie de faire, qui ont envie d'être engagés. Et généralement, si je regarde l'état d'avancement des feuilles de route, ça marche. C'est conforme aux objectifs. Sur ces contrats performance, petite parenthèse, on a 30 contrats en cours. On a un objectif de capter 300 millions d'économies pour l'assurance maladie sur ces 300 millions d'économies pour les établissements.
sur ces 30 établissements. Bonjour, Hervé Drevaux, Stargène. J'ai 2 petites questions très courtes. Premièrement, est-ce que vous ne pensez pas que pour accélérer l'adhésion des acteurs et pour réussir cette transformation du système de santé, il ne nous manque pas un acteur essentiel dans le jeu, c'est le client, le patient. Vous avez parlé d'indicateurs, mais est-ce qu'aujourd'hui ces indicateurs sont suffisamment médiatisés pour que le patient ait tous les éléments pour pouvoir faire un choix éclairé, pour pouvoir se faire traiter? Je pense que c'est un point essentiel. Et si on veut dépasser les corporatismes, et si on veut partager une vision au niveau national, il me semble que c'est important de le faire. Deuxième question, vous avez parlé de transversalité. Néanmoins, j'ai compris que la mission de la NAP, telle qu'elle avait été définie aujourd'hui, elle était assez hospitalo-centrée. Bon, vous m'avez rassuré avec votre conclusion. Néanmoins, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte une logique de filière, une logique de parcours patient, pour réinscrire la reconfiguration des structures dans le cadre d'une logique plus globale de parcours patient? Sur ce second point qui est le plus interpellant pour nous, oui. Et, en effet, notre programme de travail a pour objectif de décrire, déjà dans un premier temps, décrire des parcours de personnes dans un territoire. Et en particulier, de décrire le parcours des personnes âgées. Nous avons pris cette population parce que les personnes âgées sont la deuxième cause de fréquentation des urgences dans notre pays. La première, c'est les nourrissons. La deuxième, c'est les personnes âgées. Les personnes rentrent par le biais des urgences dans le système et n'en sortent plus. Et le parcours est très erratique, surconsommateur de ressources et destructeur, pour une certaine partie, de qualité de vie. Les personnes âgées retournent à leur point de départ dans un état souvent dégradé par rapport à leur état de départ. Donc, on se rend compte que là, vous avez raison, il y a on est très hospitalo-centré dans notre pays, et la NAP est tout naturellement hospitalo-centrée. Et toute notre action en interne, c'est justement de sortir du cadre et d'introduire une vision transverse avec le médico-social déjà, et puis de s'orienter vers les parcours des personnes plus que vers les états de survie des établissements. Un peu caricatural, mais... Sur la deuxième question, la question, c'est le client. Sur la première question, qui est le client. Alors, c'est une tarte à la crème. Tout le monde dit qu'il faut associer les usagers, il faut associer les clients. Nous, on a une méthode, on a une vision simple. Les indicateurs les plus standards, on les a rassemblés dans un outil qui reprend un outil qui avait déjà été créé il y a quelques années en avant, qui s'appelait DiagFlash. Et on l'a reformaté, cet outil, on l'a rendu un peu plus facile d'utilisation en créant un outil presse-bouton qui extrait des données dans 12 bases de données concentrées dans 4 ou 5 ministères différents. Et cette base de données qu'on a appelée Hospidiag, on souhaite qu'elle soit diffusée à grande échelle, y compris aux patients. Alors, ce faisant, on a saisi la CADA, qui doit nous donner son avis le 18, c'est-à-dire dans quelques jours, pour savoir si on sera autorisé à diffuser à grande échelle cet outil. Cet outil est basé sur 60 indicateurs qui permettent de mesurer la qualité et la productivité des établissements. C'est sûr que si les acteurs... Alors, là encore, je rebondis sur la question de Gérard. Effectivement, les indicateurs ne sont pas nouveaux. Loïc les a mis au point il y a 25 ans en arrière, et quand on travaillait ensemble, on avait déjà les mêmes indicateurs. Donc on n'a rien fait de neuf. Sauf qu'on les a synthétisés en 60 qui sont bien définis, bien normés, et qui sont diffusés à grande échelle, et qui seront donnés à l'ensemble des établissements publics et privés, permettant des comparaisons publiques et privées qui n'existent pas aujourd'hui, je tiens à le signaler, mais également accessibles à l'ensemble des usagers. L'usager du système, il consultera sur Internet et il verra l'établissement où on opère beaucoup par rapport à l'établissement où on n'opère pas beaucoup. Rien que ça, c'est une information qui, par exemple en Allemagne, détermine des flux de population dans les établissements, parce que vous avez naturellement plus envie de vous faire opérer dans un endroit où on fait 500 prothèses de hanche par an que dans un endroit où on en fait 3. C'est juste pour l'enregistrement du film, ça. Donc si tu parles dedans. François Pesti, je suis consultant, expert circuit du médicament et pilotage médico-économique des produits de santé à l'hôpital. Alors justement, sur Hospidiag
Et sur l'efficience, il se trouve que en matière d'efficience des dépenses, le poste qui évolue, qui est le plus dynamique depuis des années, ce sont les dépenses pharmaceutiques. Le médicament, les dépenses ont doublé entre 2000 et 2009 dans les établissements de santé. Le titre 2, la part du titre 2 dans le budget principal des hôpitaux a évolué 4 fois plus vite ces 3 dernières années que les frais de personnel. Je m'étonne qu'il n'y ait pas dans les 67 indicateurs de Spidiag un indicateur, alors qu'on a des indicateurs sur les frais de personnel non médicaux et les frais de personnel médicaux. Aujourd'hui, le médicament, les dispositifs médicaux vont représenter le même niveau de ressources que les honoraires et les frais de personnel médicaux, à peu près. Et alors, est-ce qu'on va attendre d'être monté comme en ville, où 33% des ressources voilà. La question, c'est pourquoi il n'y a pas d'indicateur sur l'efficience des dépenses pharmaceutiques à l'hôpital? Il faut le rajouter. Merci. Donc tu notes que tu... Oui, voilà. Oui. Non, mais il y a des manques dans cet outil. Forcément, aujourd'hui, l'ATI produit 3000 indicateurs en routine. On en a choisi 67, dont 12 de qualité. Alors évidemment, on a fait des choix qui peuvent être parfois un peu arbitraires. Bon, dans les dépenses dynamiques, il y a aussi les transports qui progressent de 17% par an. Il y a beaucoup de choses. Alors on n'a pas tout couvert. On a couvert ce qui nous a paru... On a fait cet outil avec une quarantaine d'experts et on a essayé de choisir ce qui paraissait le plus significatif. Il y a peut-être des manques. Cet outil est perfectible. Il a le mérite d'être universel et d'être admis par tout le monde aujourd'hui. La Haute Autorité de Santé, moi, mon objectif, c'était pas de faire quelque chose de génial, c'était de faire quelque chose de consensuel pour que tout le monde l'utilise dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, l'IGAS m'a donné son accord pour utiliser cet outil. L'HAS va s'en servir comme mode d'entrée dans la procédure de certification. La DGOS a arrêté de faire son propre outil et utilisera Hospidiag. Et l'ANAP utilisera bien évidemment Hospidiag. Donc, mon objectif, c'était de créer du consensus sur un outil universel pour que tout le monde raisonne pareil. Parce que c'est facile d'avoir des outils séparés, plus aucune comparaison n'est possible et on le sort. Donc là encore, c'est pas une question d'indicateur ou c'est pas une question de fond. Sur le fond, on est tous d'accord et tous convergents depuis 20 ans. C'est un problème de méthode. Là, moi, j'ai privilégié 67 indicateurs qui sont universels et qui sont diffusables à grande échelle. Après, ça sera sans doute imparfait, mais c'est mieux de permettre des comparaisons, des émulations comparatives sur la base d'indicateurs stables que de vouloir faire des études ultra sophistiquées sur tel ou tel point du système. Pardon. Deux chiffres pour compléter. Je me suis amusé à faire un benchmark des 19 CHU et CHR métropolitains sur la part du titre 2 dans le budget global. On passe de 17% pour le CHR d'Orléans à 23,5% pour le CHU de Besançon. 6,5% sur des budgets qui pèsent plusieurs centaines de millions d'euros. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Aujourd'hui, les directeurs d'hôpitaux en sont à faire des plans sociaux, en sont à geler les recrutements, les investissements, parce qu'on ne contrôle pas, on ne fait aucun effort pour contrôler l'évolution des dépenses pharmaceutiques. Vous allez dans le même sens que moi. À partir du moment où on diffuse à grande échelle des études comparatives, on crée de l'émulation. Voilà, fait réfléchir les gens. Oui, une modification de la vision qui n'est pas nécessairement juste, parce que on a parlé tout à l'heure des scanners et des IRM. Il y a 15 ans, il n'y avait pas des IRM en progression à ce niveau. Sur la cancérologie, qui explique en partie les conséquences en matière de... Les produits de cancérologie sont hors de prix. Oui, aujourd'hui, juste pour répondre, et pas de cette indication, les produits qui coûtent très cher à l'hôpital sont les produits de cancérologie qui viennent des biotechnologies. $1 milliard le développement d'un produit de biotechnologie. Donc automatiquement, le traitement est extrêmement cher. On ne va pas priver nos patients cancéreux d'une survie, même si c'est que 6 mois. En Angleterre, oui. Bon. Alors voilà, des endroits où il n'y a pas de santé cancéreux, le problème ne se pose pas. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Voilà, je crois que si vous permettez, je pense que c'est une autre discussion. Ouais. Mais je crois que le message est passé. Moi, le tableau n'est pas complet, c'est clair. Ouais. Pierre Jaïs, donc je suis consultant. Donc moi j'avais une observation et une question. La première observation, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu apparaître dans le British Medical Journal une publication sur la gestion hospitalière où ils ont réduit la mortalité post-opératoire de 15% par le biais de la généralisation de checklists pré- et post-opératoires diffusées immédiatement
avec une traçabilité. Et ça, cette rigueur méthodologique, je crois qu'elle est vraiment, elle porte ses fruits. Et puis alors ma question, ça concerne la T2A. Parce que les abus de la T2A m'interpellent dans la mesure où on veut prouver la rentabilité d'un hôpital. Et j'ai un exemple personnel, un oncle de 80 ans, soi-disant cancer de la prostate qu'il n'avait évidemment pas, mais qu'on voulait hospitaliser dans un hôpital public simplement pour faire des actes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux abus de la T2A ? Alors les abus, quand il y avait le budget global, on disait qu'est-ce qu'on fait contre le budget global qui est abusif, puisqu'il pérennisait des situations indépendamment de l'activité des établissements. Aujourd'hui, la T2A induit un paiement en fonction de l'activité réalisée. Alors, on va peut-être pas dire que c'est parfait, mais c'est quand même plus représentatif de payer les acteurs en fonction de ce qu'ils font que d'une façon forfaitaire, annuelle et reproductible selon des méthodes qui étaient quand même assez contestées et contestables. Donc moi, il me semble que la T2A n'est pas un mauvais système en soi. Après, l'utilisation qu'on fait d'un système peut être éventuellement déviante dans tel ou tel cas. Il faut le corriger, quoi. Mais c'est plus un problème de correctif qu'un problème de fond, je crois. On pourrait poser la question autrement. Est-ce qu'il y a dans les programmes de travail de l'ANAP un programme de réflexion sur les admissions inutiles ou non pertinentes? Voilà, non. ça. Non, d'accord. 90 ans, période. Non. J'ai oublié de préciser que nous sommes une agence de 80 personnes avec un budget de l'ordre de 50 millions. On n'a pas les moyens de tout faire, clairement. Et surtout pas de la régulation. Okay. Voilà. Non, c'est juste pour... Non. Mais monsieur, pardon. Justement, excusez-moi. Donc vous dites 80 personnes, vous disiez les indicateurs, tout le monde les connaît depuis 50 ans. Ce qui va changer, c'est dans la diffusion. Et comment se passe réellement la diffusion pour qu'il y ait une appropriation de ces indicateurs par les établissements? Je crois que l'ANAP est aidée par des cabinets de conseil en stratégie ou en organisation. J'imagine que le professeur dans son service, quand il voit arriver un consultant d'un de ses cabinets, c'est pas forcément comme ça qu'il va s'approprier les indicateurs en question. Donc qu'est-ce qui est fait pour vraiment travailler sur cette partie-là qui est peut-être la partie cruciale finalement? Vous avez raison, les consultants, il y a des hôpitaux qui voient chaque année des dizaines de milliers d'euros partis dans des audits et des études de conseil diverses. Ça ne crée pas l'adhésion très forte des décideurs. Il faut convaincre, c'est très compliqué de convaincre, hein. C'est notre mission. Il faut convaincre les acteurs qu'ils participent à des réflexions, qu'ils participent à des actions de progrès. Et là, aujourd'hui, par exemple, sur les chefs de pôle dont j'ai parlé, je crois que c'est l'avenir de l'organisation des hôpitaux, notamment publics, les chefs de pôle, puisque ce sont des médecins qui connaissent assez bien leur clientèle. Et nous partons du principe à l'ANAP que ce qui détermine avant tout une bonne organisation, c'est sa capacité à gérer au mieux les besoins des personnes qu'elle dessert. Donc on a un tropisme sur la production. Comme on a un tropisme sur la production, tout naturellement, on encourage les responsables médicaux dans les services pour bâtir des projets de management de leurs services qui correspondent à leurs aspirations en tant que médecin, en tant que producteur de santé. C'est comme ça qu'on crée l'adhésion. Alors, il ne faut pas se mettre à dos les directeurs. Les directeurs sont importants, mais je crois qu'il faut qu'à l'hôpital, il y ait un moment de balancier. Vous savez, c'est sur une longue période. Tout pouvoir médical, et après on a passé tout pouvoir administratif. Aujourd'hui, on est en train de stabiliser les choses vers un pouvoir partagé de management, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas gérer bien une organisation sans qu'il y ait un triple point de vue croisé, médical, gestionnaire et soignant. Monsieur. Bonjour, Xavier Didry, moi aussi je suis consultant, désolé, c'est-à-dire consulting, mais je voudrais revenir sur une notion que j'ai pas mal appréciée chez vous, c'est cette notion de vision. Et dans la vision, vous avez parlé de ce glissement de l'hospitalocentrisme vers un travail sur le parcours de santé et le parcours du patient. Bon, monsieur a évoqué le mot de client, j'ai trouvé ça aussi très intéressant de penser que le patient est un consommateur ou un client final, mais je voudrais revenir sur quelque chose qui est, dans votre vision, vous n'avez pas parlé, ou en tout cas, comment envisagez-vous,
de passer du curatif simple au préventif. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, on voit bien, on peut parler de maladies rigolotes comme l'hépatite C, où on voit bien qu'il y a environ 400 000 porteurs du virus, et on sait qu'à peine 40 000 sont traités par an. Et on se dit que s'il y avait dépistage et prévention, ça améliorerait en tout cas le système. Voilà. J'aimerais que vous nous disiez... Alors, je voudrais revenir sur la T2A. La T2A, ne considérant pas que la prévention est une activité, donc ne la payant pas, bien évidemment, on n'ira pas dans ce sens-là non plus. Voilà. Je ne suis sans doute pas la personne la plus compétente pour parler de prévention, parce que nous, on est au service des établissements, et dans le budget de l'assurance maladie, la part consacrée à la prévention, je crois, est inférieure à 1%. Je crois que c'est 0,8% du budget global de l'assurance maladie qui est consacré à la prévention. On peut le déplorer. Il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix, qui misent beaucoup sur la prévention. Je crois qu'il y a deux objectifs à avoir. Il y a la prévention et l'éducation thérapeutique. Ce sont des combats à mener, parce qu'effectivement, il y a une réticence dans notre pays à promouvoir ce type d'action. Alors la prévention, il faut se méfier de savoir ce dont on parle. Enfin, il faut se méfier des mots. Il y a probablement trop souvent associé à prévention des campagnes de dépistage qui, 10 ans après, sont plus ou moins bien considérées par l'opinion. Donc on comprend que les pouvoirs publics soient assez réservés sur la diffusion de ce genre de choses. C'est un problème très complexe. Moi, je ne suis pas du tout compétent pour en parler. Je sais simplement que les établissements consacrent peu à cette action, et que, par voie de conséquence, on travaille peu sur ce sujet. Tu fais de la prévention de la mauvaise performance, c'est ça? Merci. D'autres questions? Oui, Annie, et puis monsieur. Ah, vous aviez peut-être... Je sais pas. Je n'ai pas suivi le... J'ai vu. Annie jaillir de sa boîte. C'est Gérard. Annie Chicoy, Institut Économie et Management de la Santé à l'ESSEC. Vous avez évoqué la transformation, cette vision, justement, la transformation de la prise en charge des maladies chroniques, en particulier autour de la télémédecine. Et donc j'aurais deux questions sur ce sujet. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui que les conditions sont réunies pour favoriser cet essor de la télémédecine, dont on est tous d'accord que ça peut être un levier très puissant? Je pense le décret récemment paru, je pense aux appels d'offres qui ont été lancés. Ça serait ma première question. Et la deuxième, c'est comment ça peut fonctionner, en particulier avec les professionnels de santé. Vous avez dit que les professionnels de santé tendent à fuir l'hôpital. Il y a des difficultés de recrutement, on le sait, mais sur certaines spécialités, pas sur tout. Et d'autre part, les médecins tendent aussi à fuir le secteur ambulatoire, ce qui est aux grandes dames comme chacun sait, un médecin sur 10 rejoint l'exercice libéral. Donc ma question est, tous ces médecins, où vont-ils, ceux que nous formons? Est-ce qu'on va les retrouver derrière les écrans? Et est-ce que vous pensez que c'est la logique vers laquelle on s'oriente, avec d'autres modes d'exercice et d'autres structures d'exercice? J'ai pas de réponse absolue, parce que vous ouvrez un débat qui est très... Et puis Gérard m'a demandé d'être court. Alors, on peut dire que les conditions sont réunies aujourd'hui pour promouvoir des réflexions. Il y a le décret que vous avez évoqué. Les conditions, mentalement, sont là pour qu'on aborde ce genre de problématiques. Il y a des groupes de travail un peu partout dans les différents ministères. Donc, le sujet va être d'actualité incessamment, et les réflexions vont émerger, et des solutions émergeront forcément de cette profusion de réflexions qui sont actuellement en cours ou sur le point d'être menées. Encore faut-il passer à l'acte? Oui, voilà, mais pour l'instant, il y a une directive, une orientation générale qui est positive, qui essaye d'encourager. Après, les modus operandi ne sont pas existants. Donc, premièrement, il va y avoir des réflexions. Après, comment on va décliner tout ça, j'en sais strictement rien. Nous, notre proposition à l'ANAP, c'est de dire qu'il faut accompagner les acteurs sur place pour mettre en œuvre des expérimentations, des modes d'organisation nouveaux qui promeuvent ce type de problématiques. Ceci à mettre en perspective avec ce que vous avez dit, qui est les appétences des médecins pour un exercice plutôt collectif de la médecine, plutôt qu'un exercice individuel au sein du cabinet. Il y a une enquête qui a été faite auprès des étudiants en médecine récente, là,
qui fait ressortir qu'un très grand nombre d'entre eux ne veulent plus exercer seuls au cabinet de ville. Ils veulent travailler dans un cadre collectif. Et donc, il faut tenir compte de cette donnée. Donc, la télémédecine, ça se fera vraisemblablement en s'appuyant sur des structures plateau technique d'un côté très solidifiés, et de l'autre côté, des cabinets de groupe, des maisons médicales, des lieux collectifs d'exercice de la médecine, parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus beaucoup de médecins qui voudront s'installer tout seuls en race campagne. Voilà, les réflexions sont sur le point d'émerger. Moi, j'ai l'impression que ce dossier va exploser dans les 2 ans qui viennent, là, et qu'il y aura beaucoup de colloques qui s'organisent, il y a beaucoup d'acteurs qui réfléchissent, et on est au point de départ d'une réflexion émergente. Je crois que vous aurez droit à la dernière question. Marc Bouillet, Johnson & Johnson. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que la NAB donc, va conseiller ou aider au pilotage à la fois du secteur des établissements de soins, mais aussi du secteur médico-social qui rentre dans le périmètre des ARS. Or, il se trouve que ce sont des financements de nature assez différente, l'un étant l'assurance maladie, l'autre les conseils généraux. Donc là déjà, j'y vois une certaine complexité pour le pilotage, et surtout, vous l'avez évoqué, le prix du mètre carré dans les établissements de soins, donc coûte très cher. Il y a un nombre de lits surnuméraires qui a été évoqué assez récemment au ministère même de la Santé, et à l'inverse, un manque absolument cruel. Vous l'avez évoqué pour l'Alzheimer, mais c'est valable pour beaucoup d'autres situations, donc dans le secteur médico-social. On voit bien la façon dont on pourrait résoudre ces 2 problèmes, mais c'est d'une complexité absolument inouïe. Et j'aimerais savoir comment la NAP va pouvoir aider justement à ce balancement de mètres carrés et de lits surnuméraires d'un côté, du côté MCO, versus le médico-social. Et à ce titre-là, comme vous évoquiez la chirurgie ambulatoire, j'ai vu récemment, si je ne me suis pas trompé, que l'HAS avait souhaité ne pas recommander la création de centres de chirurgie ambulatoire en ville. Là, en l'occurrence, c'était pour la chirurgie ophtalmologique de la cataracte. Mais vous avez évoqué le fait que les États-Unis et l'Italie s'étaient développés en dehors des structures existantes, notamment pour la chirurgie ambulatoire. Que pensez-vous de cette réaction de l'HAS? Est-ce que ça veut dire qu'elle va nous bloquer dans nos évolutions? Est-ce que c'est des combats d'arrière-garde? Et si c'est l'HAS qui les mène, alors c'est très triste. Ou est-ce qu'au contraire, c'est juste reculer pour mieux sauter demain? Merci. Moi, comme je suis optimiste, je dirais que c'est reculer pour mieux sauter demain. Très bien. Merci de respecter la consigne d'une réponse courte pour cette fin de session. Il est 10h. Christian, merci beaucoup de ta présence et de tes réponses. Et puis, bonne chance. Merci.